Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Je suis très heureux de revoir et de recevoir l'ami du dimanche, Michel Drucker. Bonjour Michel. Bonjour, heureux de vous recevoir Moi chez aussi. moi, au studio Gabriel, dans mon bureau. Merci de m'accueillir dans cet endroit qui est fort en émotion pour vous aussi. C'est ma maison, c'est là où je suis depuis Champs-Élysées fêtera ses 40 ans à la fin 2022, ça fait 40 ans que je suis là. Nous sommes aussi accompagnés d'une complice, Isia. Oui, Isia est toujours là. Magnifique chienne border collie. Elle est là, elle est partout, elle est derrière moi. Alors nous sommes vraiment très heureux de vous revoir, de vous retrouver. Vous avez subi il y a quelques mois une opération cardiaque très risquée. Ouais, très très compliqué. Aujourd'hui, on a envie de vous demander comment allez-vous? Bien, suffisamment bien puisque je viens vous voir sur scène bientôt. C'était inespéré pour moi, je voulais absolument faire un deuxième spectacle parce que le premier avait été un grand succès et inattendu parce que j'avais attendu d'avoir 75 ans pour faire des débuts sur scène. Et puis j'avais écrit un deuxième spectacle que j'avais joué 2 ou 3 fois seulement, une fois d'ailleurs à Uccle. Et il était à peine ébauché que la crise sanitaire est tombée sur le monde entier. Et ensuite, de toute façon, j'ai été malade. Tout a été à l'arrêt pendant 1 an. Moi, 2 ans, parce qu'il m'a fallu 1 an pour me remettre de mes graves problèmes de santé. Mais quand je m'ennuyais, que je voyais passer sur l'écran noir de mes nuits blanches pour reprendre la chanson de Nougaro, tous les grands événements de ma vie et tous les amis auxquels je pense souvent et qui sont partis, il y a des moments où je me demandais si j'allais pas les rejoindre. Et j'en parle dans mon spectacle. J'ai donc réécrit complètement un spectacle en tenant compte de ce que j'avais vécu. Et sur scène, je parle évidemment de ce long voyage douloureux dont j'ai failli ne pas revenir. Et vous n'avez pas seulement subi une opération cardiaque très risquée, vous avez eu d'autres problèmes de santé, notamment une septicémie, à la suite de laquelle vous avez failli être amputé d'une jambe. Voilà, j'ai eu tout, parce que j'ai eu, à partir d'un soin dentaire, une bactérie qui s'est développée sur la valve de mon cœur et qui a contaminé une partie de mon cœur, la rate, le rein, bref. Et malgré les efforts et des cardiologues et des antibiotiques à outrance, au bout d'1 mois, la bactérie était toujours sur la valve. Il a fallu donc opérer à cœur ouvert. Et avant de décider cette opération, on a fait ce qu'on appelle une coronographie de contrôle pour savoir si j'allais supporter une telle opération. On a découvert qu'il fallait me faire un triple pontage. Moi qui suis sportif, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui fait attention à tout, qui va les médecins, qui a une vie très régulière, très disciplinée, je suis tombé les nues. Et là, le chirurgien m'a dit, on ne va pas le faire en 2 ou 3 fois, on ne va pas faire ça, c'est trop compliqué, on va essayer de faire tout en même temps. Donc ça a été une très très lourde opération qui a duré 10 heures, avec une anesthésie d'une 12aine d'heures. Et au bout de 3 mois, quand j'avais perdu à peu près 14 kilos, on m'a autorisé à quitter l'hôpital pour aller en rééducation pour reprendre du muscle. Là, on a découvert au bout de 3 jours de rééducation qu'il y avait un début d'infection de la cicatrice thoracique. Il a fallu qu'on me réopère à nouveau. Donc, ça a été un long calvaire. Ça m'a retardé de 3 mois ma rééducation. En tout, j'ai mis 1 an à m'en remettre. J'aurais pas dû refaire de la télécyto, mais j'y tenais. Alors, j'ai quand même fait, contre l'avis des cardiologues. Et après, j'ai eu l'autorisation, 1 an après, de retourner sur scène. Donc, mon voyage, mon retour en Belgique, où j'avais déjà joué, vous le savez, mon premier spectacle il y a 3 ou 4 ans, c'est un retour très important, ça veut dire que je suis guéri. Ce sera le 24 février, notamment au Wall, à Woluwe. À la veille de l'opération, ces mots que vous écrivez dans votre dernier livre sont glaçants. Vous savez que le titre de mon dernier livre, j'en parle à la fin de mon spectacle, est emprunté à une chanson d'Annie Cordy. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Et vous en êtes la preuve aussi. Vous dites, si ça se passe mal, vous me débranchez, hors de question que je puisse me réveiller avec des handicaps. Vous débranchez, plutôt mourir que me réveiller sans pouvoir exercer mon métier. Vous préférez mourir que devoir arrêter la télé. Ma vie, c'est mon métier. Et c'est mon rapport avec les gens. J'ai le goût des autres, le goût des gens. J'appartiens un petit peu à ce pays, puisque dans 2 ans, c'est bientôt, à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, on va fêter mes 60 ans de carrière.
car j'ai commencé en juillet 64 pendant les Jeux de Tokyo. Donc je ne pouvais pas imaginer que ma vie s'arrête et que je ne reprenne pas mon métier. Mais surtout, il était impossible pour moi d'imaginer que je reprendrais mon métier si je suis handicapé. Et les chirurgiens m'ont dit, il y aura malheureusement des risques de séquelles. Et on ne les connaîtra qu'au réveil. Quand on est opéré aussi gravement, ce n'est qu'au réveil qu'on sait s'il y a eu des problèmes cérébraux et s'il y aura des séquelles. Donc j'ai dit, si pendant l'opération, vous découvrez que ça se passe mal, vous débranchez. L'anesthésiste m'a dit, mais vous êtes sérieux? Je dis, écoutez, je ne me vois pas reprendre mon métier de personnage public, d'homme de télé, si je suis au ralenti. Et moi, si je ne refais pas mon métier, ma vie s'arrête. Moi, ce n'est pas une addiction, c'est une passion. Mais je suis sûr que vous avez la même passion pour votre métier. Absolument. Tous les confrères de RTL, de la RTBF qui font mon métier en France, en Belgique ou dans le monde. C'est une passion qui coule dans le sang. Oui, moi je suis rentré, j'avais 22 ans, j'en ai 80 cette année, vous imaginez. J'en suis à ma 3e génération de spectateurs, de téléspectateurs, de chanteurs, de comédiens, de comédiennes, d'humoristes, ce qui fait que c'est ma vie, quoi. Dans la nuit qui précède votre opération, vous avez ressenti la présence de votre papa dans la chambre d'hôpital. Comment avez-vous vécu ce moment très particulier? C'est très étrange. Moi qui suis fils et frère de médecin, je pensais tout connaître du monde médical et hospitalier, mais j'ai toujours été plutôt un visiteur qu'un visité. Moi, quand je vais à l'hôpital ou quand je vais dans les cliniques, c'est souvent pour voir des copains célèbres qui sont malades et je vais les voir. Il y en a que j'ai accompagnés jusqu'à la fin. Et la liste est longue, malheureusement. J'en parle d'ailleurs dans mon spectacle. Donc, quand j'allais mal, je me disais, bon, après tout, et s'il y a un après? L'après est peut-être aussi bien que le pendant et le présent. Et c'est la fin de mon spectacle, j'ai dit, ben, je vous invite à aller voir dans l'après et retrouver les invisibles que sont nos chers disparus. C'est pour vous soutenir que Oui. votre papa vient dans votre chambre? Oui, parce que mon père, j'y pense évidemment. J'ai grandi avec lui, c'était un médecin comme on n'en fait plus. Mon frère Jacques, grand médecin, appelait régulièrement le grand patron de l'hôpital, patron de la cardiologie de Pompidou. Mais, parce que tout le monde m'a demandé, quand je suis ressorti vivant, est-ce que tu as vu la lumière? Qu'est-ce que tu as vu? Pas la lumière, mais quand même votre papa qui vient vous voir Oui. quelques heures avant cette opération, Oui. qui risque de faire basculer votre vie, définitivement. Oui. C'est troublant. C'est troublant. Mais il y a des choses qu'on n'imagine pas quand on est dans cet état-là. Bien sûr, c'est troublant. Quand j'en parle dans mon spectacle justement, quand j'étais souvent entre la morphine et les antidouleurs, j'avais l'impression qu'il y avait des gens que je connaissais à côté de moi. Et il m'est arrivé de demander à l'infirmière, écoutez, dites à Claude Lelouch de faire moins de bruit, on n'a pas idée de tourner un film à l'hôpital. Elle me dit, oui, c'est ça, monsieur. On va diminuer la morphine. Puis dites à Gérard Depardieu de se taire, parce que c'est une salle de repos, ici c'est un hôpital. Je voyais apparaître plein de gens, dont mon père. Vous aviez un risque sur 4 de mourir pendant l'opération. On peut vraiment dire que vous êtes un survivant. Oui, je suis un rescapé. Je voulais pas, c'était pas l'heure, je voulais pas que ce soit l'heure. Et les chirurgiens, d'ailleurs, il y a la plaque de médecin de mon père, docteur Drucker. Ça m'a touché en rentrant dans votre bureau. C'est la plaque de mon enfance. C'est ce qu'il y avait quand j'étais enfant sur le mur de la petite maison qui était le cabinet de mon père, en Basse-Normandie. Et juste en dessous, là, je marche à peine, là, c'est après 3 mois, je suis avec monsieur Agege, qui est le patron de la cardiologie de Pompidou, et le plus jeune à côté, qui est un chirurgien virtuose, c'est lui qui m'a sauvé la vie, c'est lui qui m'a opéré. Et ils sont dans mon bureau, en permanence. Mais c'est vrai que c'est une expérience à vivre, hein. J'ai appris beaucoup. Vous n'êtes pas croyant? Non, et pourtant, je me suis dit... Et pourtant, sur votre lit d'hôpital, vous avez pensé qu'il y a peut-être une vie après la vie. Ouais,
où vous pourriez retrouver vos amis disparus. Ouais. Comment expliquez-vous C'est très étrange. Dans mon spectacle, je cite Victor Hugo qui cite Saint-Augustin et qui disait « Les morts sont des invisibles et pas des absents ». Et j'invite les spectateurs, à la fin de mon spectacle, si vous venez me voir, à rejoindre avec moi en balade ces chers invisibles. Et la première invisible qui apparaît et qu'on entend, c'est Romy Schneider. Et puis il y a défile toute une série de grandes stars que tout le monde a aimées, d'Yves Montand à De Funès, des Tontons Flingueurs, en passant par Bourvil, et Simone Signoret, etc. Et c'est vrai que je me suis vraiment posé la question, il y a peut-être quelque chose après la vie, et si c'est le cas, je vais retrouver ceux dont je parle, et pas tous, dans mon spectacle. Je vais retrouver Clo-Clo, je vais retrouver Jacques Brel, avec qui j'étais très ami, je vais retrouver Morane, je vais retrouver Annie Cordy, je vais retrouver Jodassin, je vais retrouver Aznavour, évidemment Johnny, je vais les retrouver. Je vais retrouver Coluche, Le Luron, Les Nuls, Desproges, tous ceux qui jalonnent mon spectacle. Et je vais dire, on va faire une émission extraordinaire. Et alors, en direct de là-haut. Il y a une disparition particulière, celle d'Annie Cordy. Pendant que je suis à l'hôpital. Pendant que vous êtes à l'hôpital. Ouais. Et ça, c'est un choc terrible parce que j'avais une relation très, très privilégiée avec Annie, qui m'a connu à mes débuts, elle m'a appris à danser. Elle était une des piliers de Champs-Élysées. C'était une artiste inouïe. Charles Aznavour trouvait que c'était des plus grands artistes du monde si elle avait voulu, et son mari, Bruno, avait voulu qu'elle aille aux États-Unis, elle aurait fait une carrière mondiale. Annie Cordy n'était pas seulement une meneuse de revue exceptionnelle, c'était pas la bonne du curé ou Tata Yo-Yo, c'était une grande actrice. Moi, j'étais allé à Bruxelles quand elle tournait Rue Haute, avec Mort Schumann. Mais moi, Annie Cordy, j'avais été sur le tournage du Chat de Grandet de Fer avec elle donne la réplique à Simone Signoret et Jean Gabin. C'est une artiste immense, Annie Cordy. Alors pour le grand public, c'est Frida Papa et c'est Chaud Cacao. C'est beaucoup plus que ça, Annie Cordy. C'est la baronne Annie. Annie Cordy, c'était probablement l'artiste la plus douée, la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée. Beaucoup plus forte que les Américains. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, moralement, pendant cette longue période d'hospitalisation? M'habituer à la solitude. La crise sanitaire nous était tombée dessus, donc j'étais à l'isolement. Je n'ai vu pendant des mois ce qu'on voit à l'hôpital que des regards, puisque toutes les infirmières, les aides-soignantes, les anesthésistes, les chirurgiens et les cardiologues étaient masqués. Et à l'hôpital, depuis 1 an, les infirmières, elles n'ont pas un masque comme vous et moi, c'est un scaphandre. Hein. Donc j'étais à l'isolement. En plus, je n'étais pas un inconnu, donc j'étais sous un autre nom. On s'habitue difficilement à la solitude quand on est quelqu'un qui est dans le métier et le contact permanent. S'habituer à ne pas parler pendant de longs mois, s'habituer à la douleur, à la solitude, et s'habituer aux nuits blanches, parce qu'on ne dort pas vraiment à l'hôpital, en clinique. 1, parce qu'on gamberge, et 2, parce que c'est beaucoup plus bruyant qu'on l'imagine. On entend tout. Comme on est coupé un petit peu du monde, on est très sensible la nuit au son, aux chariots, aux infirmières. On entend pas loin des cris de douleur, des gens qui ont mal, qui ont besoin de morphine. La douleur fait partie de la vie d'un hôpital. Vous êtes un homme différent aujourd'hui? Oui, il y a un avant et un après. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi, que j'ai eu une infection de la valve cardiaque à l'issue d'un soin dentaire, ça c'est une malchance, qu'il y a eu cette bactérie. Mais le triple pontage avec la vie que je menais, ça j'ai pas compris. Et en fait, je l'ai compris très vite, c'est le stress. Parce que faire une carrière à la télévision très très longue, c'est encaisser beaucoup de stress. Mon premier spectacle était un stress. Je me disais, mais... Un stress qui vous a rempli de joie et de bonheur. Oui, mais au début, je me suis dit, c'est à Laurent Ruquier qui a fait la préface de mon spectacle que j'avais dit, Laurent, j'ai envie d'aller sur scène.
Et il m'a dit, mais Michel, c'est maintenant ou jamais. Vous avez 75 ans, commencez à cet âge-là, ça n'arrive jamais. Faites-le. Faites 3 villes, 4 villes, un café-théâtre devant 50 personnes, 60 personnes, vous saurez ce que c'est. Car je voulais savoir ce que ressentent les artistes qui font du seul en scène quand le rideau de Vivement Dimanche s'ouvre et qu'ils arrivent. Je voulais savoir ce que c'est que d'être derrière un rideau et avoir à affronter une salle seul, avec pour seule arme sa mémoire et sa voix, sans partenaire, sans musique. Le one-man show, on est seul, au pied du mur. Et je me suis dit, je vais le faire. Et Ruquier m'avait dit, si ça ne marche pas, ça sera oublié au bout d'un mois. Et moi, je me disais, les petits copains vont me dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans notre jardin, c'est pas son métier. La presse va m'assassiner. En même temps, vous n'avez pas été sur le vrai terrain des humoristes. Mais les gens ne le savaient pas. C'est vrai, vous êtes dans une démarche de sincérité, voilà. De partage. Et je suis un conteur. Et puis je me disais, en plus, les salles seront vides. Donc, mis ça bout à bout, ça m'a stressé beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. Et ce stress-là, parce que j'ai fait ça en continuant à faire de la télé, j'ai fait 120 dates. J'ai joué un peu partout, j'ai joué pas seulement en Belgique, j'ai joué au Québec, j'ai joué au Liban, j'ai joué en Israël. Donc, ça s'est tellement bien passé, mais je l'ai payé quand même, parce que bon, j'étais fatigué, et puis cette malchance, quoi. Un soin dentaire, une bactérie qui contamine le cœur, et comme il y avait en plus un risque d'AVC, avec des petits saignements au niveau du cerveau, on me disait, s'il y a ça pendant l'opération, on ne peut rien faire. Donc ce n'est qu'au réveil, où on verra si vous avez retrouvé tous vos moyens. Donc tout ça, je l'ai payé. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ça m'a donné envie de continuer. La preuve, c'est mon deuxième spectacle qui n'a rien à voir avec le premier, même s'il y a quelques rappels du premier, puisque il y a une part très importante qui est réservée à Johnny, encore un Belge, car Johnny, c'était mon copain, et c'est un des plus grands souvenirs de ma vie, c'est quand j'étais en direct et que j'ai rendu hommage sur la chaîne 2 jours après sa mort. Donc, mais c'est vrai que on n'est pas le même après. Justement, il y a un avant et un après. Quel regard portez-vous sur la vie aujourd'hui, vous qui avez frôlé la mort? Je me dis que chaque jour est un cadeau de la vie. J'ai décidé d'apprivoiser le stress, de prendre du recul. Je suis revenu, c'était un miracle sur mon canapé. Les patrons de France Télévisions m'ont attendu, ils m'ont attendu 1 an. Je suis revenu sur scène, le public est resté fidèle. Ça m'a peut-être encore davantage rapproché de lui. Et puis maintenant, je sais que voilà, je reviens d'un endroit d'où je ne devais pas revenir. Donc j'ai décidé de ne plus me stresser. Je me stresse beaucoup moins qu'avant. J'ai changé ma vie, je me repose plus. Je fais beaucoup de sport tous les jours, 1 heure de sport par jour. C'était le régime de la rééducation pendant des mois. Et puis, c'est Claude Lelouch qui m'a soufflé une citation qui termine mon spectacle, où je dis « N'oubliez pas que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. » Donc je me dis voilà, que le meilleur est à venir. Vos médecins vous avaient déconseillé de revenir à la télévision avant 1 an et demi, Oui. au bout de 6 mois, pour notre plus grand plaisir, évidemment. J'étais fatigué, mais j'ai voulu le faire. Vous étiez déjà de retour. Comment vous êtes-vous senti derrière Dans un état second. Tous mes copains humoristes étaient là. La direction de France Télévisions était au premier rang. Ils m'ont beaucoup soutenu. J'étais un peu dans un état second. Ensuite, contrairement à ce que j'avais promis au cardiologue, je n'ai pas fait qu'une émission. J'en ai fait 3 en 3 jours, 3 dimanches. J'étais stimulé par tous les copains humoristes qui étaient là. J'étais pas vraiment fatigué. J'étais un peu... j'étais au ralenti, mais ça ne se voyait pas trop, paraît-il. Mais je savais que psychologiquement, c'était important, je l'avais fait. Quelles étaient vos appréhensions avant de recommencer et de recommencer si vite? La perte de mémoire. Moi, je ne suis pas un homme du prompteur ni de l'oreillette. Je n'ai jamais fait ça. Et j'avais peur d'avoir un déficit sur le plan de la mémoire. Et tout mon spectacle est basé sur une mémoire qui doit être infaillible. Voilà, mais c'est mon instrument, la mémoire. Une complice ne vous quitte jamais, c'est Isia, votre chienne border collie. Elle ne m'a pas vu pendant plusieurs mois.
Quelle place occupe-t-elle dans votre vie? Ben, c'est un chien qui a les mêmes origines, puisque moi je suis d'origine roumaine. C'est un chien qui vient de Roumanie, qui est un chien abandonné que j'ai récupéré et qui vient de loin, qui vient des brumes de l'Europe centrale. C'est un chien de berger qui me quitte jamais. Et sa place sur le canapé est maintenant une place que tout le monde connaît. J'ai toujours adoré les chiens. Puis ça, c'est un chien très particulier parce que qui vient d'où je viens, quoi. C'est rare. Elle vous aide dans votre rééducation? Oui, beaucoup. De quelle manière? Elle m'a fait beaucoup de la tête quand je suis rentré parce que elle m'a dit qu'est-ce que tu viens faire là? Tu m'as abandonné depuis des mois. Bien sûr, la rééducation, une partie de la rééducation quand j'ai commencé il y a près d'1 an, c'était dès que je pourrais commencer à marcher un peu tous les jours dans Paris. Donc elle m'a accompagné beaucoup. Le cyclisme reste un sport que vous aimez beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui vous a guidé un jour vers cette discipline? J'ai suivi le Tour de France. C'était un des derniers des 10 d'ailleurs, Merckx. Et comme suiveur pour France 2. Et j'ai eu comme chauffeur un ancien grand champion qui était Raphaël Gimignani. J'ai vu des choses incroyables. J'ai vu la souffrance. J'ai vu ce que c'est que la difficulté de ce sport. 21, 22 étapes tous les jours avec entre 150 et 250 km par jour. Que 2 étapes de repos, des étapes de 5 cols dans les Pyrénées ou les Alpes, le Ventoux, l'Alpe d'Huez, enfin le Tourmalet, l'Everest. Et quand j'ai fini mon 2e Tour de France, qui avait été gagné par Greg LeMond, j'étais un peu le parrain de l'équipe Z, qui était l'équipe de Greg LeMond. J'ai voulu savoir ce que c'était. J'ai dit, je veux savoir ce que c'est cette souffrance. Et vous avez été très loin dans la souffrance avec le cyclisme, hein? J'en parle dans mon livre. Et là, j'ai voulu connaître toutes les parcours les plus durs des professionnels, y compris le Ventoux 2 ou 3 fois. Et là, j'ai compris. Eddy Merckx, c'est un grand ami à vous? Oui, mais je pédale sur son vélo. Il m'a offert un vélo il y a des années, je pédale encore sur son vélo. Vous l'avez eu au téléphone récemment? Non, mais j'ai de ses nouvelles assez régulièrement. Bien sûr, je l'appelle de temps en temps, car Eddy, c'est un monument. Mais le cyclisme m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais encore à l'hôpital, c'était pendant le Tour de France, qui reprenait. Donc, c'est la plus grande course du monde dont la retransmission est éblouissante. Et là, donc, je prenais l'antenne, moi, dès le départ, le premier kilomètre, et jusqu'à l'arrivée. Donc, j'ai suivi le Tour complètement et je suis devenu ami avec Julien Alaphilippe, qui est un grand champion, qui est champion du monde. J'ai découvert une nouvelle génération. Van den Poel, je connaissais par Poulidor. Van Aert, qui est pour moi un des plus grands champions de tous les temps. Et puis les copains des sports, qui sont des amis. Et le Tour de France, c'est un des grands événements de France Télévisions. Et j'ai repris, et j'étais très content parce que dès que je suis arrivé en rééducation, on m'a dit, vous savez, le cœur est un muscle, et pour le remuscler, il y a un instrument indispensable, c'est le vélo. J'étais soulagé parce que je savais ce que c'était. J'ai souffert parce que j'avais plus de muscles, plus de jambes. Mais m'asseoir sur un vélo après toutes ces épreuves, c'était important. J'ai repris le vélo de route l'été dernier. J'ai fait 400 km dans le mois. Je faisais 30 km tous les matins avec un vélo électrique. Promesse faite au cardiologue. Et j'ai repris le vélo et je roule 40 minutes tous les jours. Et vous retrouvez la Seine. Dans quelques jours, vous serez en Belgique. Ouais. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très excité, je le sens. Hein. Oui, parce que la Belgique, les plus belles dates que j'ai faites de mon premier spectacle, c'est quand je suis allé à Mons, quand je suis allé à Uccle, je suis allé à Liège, c'était magnifique. Et puis la Belgique, j'ai un rapport particulier avec votre pays. Écoutez, ça a commencé, moi, ma relation avec Jacques Brel, que je connaissais bien. J'ai eu un petit rôle dans L'aventure, c'est l'aventure. Je pilotais les avions, comme lui. Déjà, on avait cette passion. J'en suis à ma 3e génération, dans tous les registres. Philippe Gueluc a été sur mon canapé pendant des années. Alexandre Vizorek vient me voir souvent. Quel talent il a. Et puis, je vais vous montrer une petite photo que j'ai. Je vais vous la montrer tout de suite, vous allez être étonnés.
Vous allez la chercher? Oui, Très vous bien. allez être étonné. Très bien. Parce que on n'est pas nombreux à avoir une photo avec lui. Et je suis le seul en France qui a fait une émission d'1 heure et demie avec lui. Je vous réserve la surprise. C'est un monument planétaire et il est belge. Voilà, c'est ma grande fierté. Hergé, le père de Tintin. J'ai fait une émission avec le père de Tintin il y a 40 ans. Voilà, j'ai gardé ce souvenir d'Hergé. C'est un monument. Ça, j'y tiens beaucoup. Et juste un petit peu au-dessus, là, vous avez Johnny, une de ses premières télés avec moi. Donc, il y a 2 monuments belges que je connais bien. Et puis, il y a tellement d'artistes que je connais. Évidemment, Annie, je vous en ai parlé. Mais tous les humoristes, je connais les frères Taloche, Benoît Poulvord, que j'ai reçu plusieurs fois, Cécile de France, les frères Dardenne. Je veux dire, c'est un vivier de talent chez vous. Et puis, je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup vos compatriotes. C'est que vous, contrairement aux Français, je le dis d'ailleurs, vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous faites très sérieusement le job sans se prendre au sérieux. C'est ce qu'il y a de plus belge en vous, Michel. Sans doute. Et puis la dérision, le sens de la dérision. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai ri avec Gueuluc, avec le chat, qu'est-ce que j'ai ri avec tous ceux qui sont venus me voir. Et c'est vrai qu'il y a des talents. Et puis je pense beaucoup à Morane, qui était une voix magnifique. Non, la Belgique, c'est un vivier. Et puis Cliff Steisters, et puis Justine Hénin, et puis De Groot, et puis Jackie X, et puis Eddy Merckx. Moi, je connais l'histoire de votre pays, de Rick Van Looy, des premières classiques belges de cyclisme de mon enfance jusqu'à maintenant. Les plus grands champions cyclistes sont belges, et pas que. Je suis allé à Spa-Francorchamps, j'ai suivi les grands classiques belges, les Paris-Roubaix bien sûr, mais Liège-Bastogne-Liège, je l'ai fait il y a très longtemps avec l'époque de Robert Chapat, le Tour des Flandres, enfin, j'ai que des souvenirs. La première star belge que j'ai interviewée, il débutait. Il chantait « Laisse mes mains sur tes hanches », c'était Salvatore, à qui je suis resté très très proche. Et j'ai interviewé Salvatore sur le stade d'Anderlecht en présence de Van Heemst, qui était votre Zidane à vous. Absolument. Car j'ai fait 5 Coupes du Monde, dont une au Mexique où j'étais presque voisin de chambre de l'équipe de Belgique. Il y a des joueurs belges exceptionnels. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures de la Belgique. Vous exercez ce métier depuis 57 ans. Oui, 58. 58. Que vous inspire le coup d'œil dans le rétroviseur? Eh bien, je suis content d'avoir vécu tout ça. J'ai gardé ça intact. Mais ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'on m'a demandé déjà dès maintenant d'être assez présent à l'antenne pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Et j'ai commencé à l'époque de Michel Jazzy en 1964, en juillet, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est émouvant pour vous donc ça va faire, j'aurais bouclé la boucle, Olympiade de Tokyo, Olympiade de Paris, et ça fait 60 ans de carrière pile. J'en reviens pas. 60 ans de carrière, vous imaginez? 60 ans, qui dans le monde a réussi à durer comme ça? Vous êtes ce qu'on dit aujourd'hui un grand bosseur, c'est comme ça qu'on dit dans le langage des plus jeunes. Mais il n'y a pas de secret. Voilà, quels sont les autres secrets de la longévité? Il n'y a que celui-là? Bosser. Prendre du recul tout le temps. Être aussi inquiet quand ça marche que quand ça ne marche pas. Toujours se remettre en question alors? Toujours. Moi, la veille de mes émissions, j'ai le même stress qu'au début et je travaille comme si c'était la première émission. Et quand je vais être sur scène à Bruxelles bientôt, et à chaque fois que je vais rentrer sur scène, car maintenant je commence à faire partie de ce métier, je sais que 2 heures avant, je m'isole dans ma loge, je relis mon spectacle comme si c'était le premier soir. Et il faut toujours avoir du recul. Et puis moi, j'ai toujours aimé la durée. Moi, j'aime les amitiés qui durent, les familles qui durent, les carrières qui durent. Et pour ça, il y a une chose très importante, il faut que la santé dure. Et là, j'ai eu la première fois, j'avais coché toutes les cases et j'ai été trahi par ma santé. Mais maintenant que je m'en suis sorti,
maintenant que tout est neuf. Les chirurgiens m'ont dit, Michel, avec ce qu'on vous a fait, vous êtes reparti pour 10 ans. Minimum. Vous avez consacré votre vie à la télévision. Oui. Néanmoins, avez-vous parfois eu l'impression de passer à côté de certaines choses de la vie? Probablement. Je n'ai pas assez consacré de temps à ma famille. Je n'ai pas beaucoup voyagé. J'ai fait le tour du monde comme reporter. Mais ça ne vous a pas manqué? Non, parce que je vis que pour ça. Et les gens qui m'ont le plus marqué, vous verrez, j'en parle sur scène, puisque le jeune, car nous sommes 2 sur scène. Et c'est pas un hologramme, c'est pas un trucage, c'est pas des effets spéciaux. Je vous laisse deviner. Il y a moi, il y a 50 ans, j'ai 30 ans, et moi maintenant, le jeune apparaît sur un écran qui est un très grand portable, un téléphone, et le jeune arrive à 10 reprises et demande à l'ancien, raconte-moi ton rapport avec la jeunesse, tes regrets, tes angoisses, tes ratés, et raconte-moi ce qui va m'arriver. Et c'est vrai que pour durer, il faut quand même avoir l'oreille à l'affection du plus grand nombre. Il faut aimer les gens. Bon. Et deuxièmement, il faut être aimé de nos pairs et de nos juges et de la profession. Et c'est le plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être populaire, mais ne pas sacrifier l'image. Et si on ne fait que de la télévision pour le plus grand nombre, on se coupe de ceux qui nous jugent. Donc il faut montrer aux gens ce qu'ils aiment, c'est mon avis, et ce qu'ils pourraient aimer. C'est-à-dire, rien n'interdit d'avoir Johnny Hallyday, Céline Dion, Mimi Mati, et de rendre hommage à Jacques Brel, ou un grand écrivain, ou un chanteur classique. Absolument, parce que c'est ça la vie, c'est la diversité. Le mélange des genres, c'est très très bien. C'est bien pour les deux. Le moins connu a intérêt à être avec quelqu'un qui va le faire connaître, et le plus connu peut être très heureux d'être accepté par quelqu'un qui a une autre image. C'est très difficile à réaliser ça. C'est une vraie gamberge. Vous êtes marié depuis 50 ans à la sublime Dany Saval. 50 ans, oui. C'est un soutien de choix et précieux tout au long de votre vie. Vous savez, dans notre métier, garder une famille unie, malgré toutes les tempêtes, déjà 20 ans, c'est une performance. 50 ans, c'est très rare. Mais j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas faire une longue carrière tout seul. Il fallait regarder Annie Cordy, c'était son mari qui s'occupait d'elle. Pierre Perret, c'est sa femme. Céline Dion, c'était René Angéline. On ne peut pas faire ça tout seul, c'est impossible. Il y a des gens dans l'ombre qui sont là pour vous remettre la tête à l'envers, pour vous dire ce qui ne va pas, et qui sont lucides. Et je n'ai pas trouvé mieux que la famille. Le 12 septembre, Michel, c'est une date particulière, et surtout cette année, 80 ans. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je préfère dire 4 fois 20 ans. Ben, ça m'inspire que quand mes parents ont eu 80 ans, je pensais qu'ils étaient très très âgés. Maintenant, à 80 ans, Claude Lelouch a fait 50 films, il a 84 ans. Hugo Frey, 93 ans, chante toujours. Lynn Renaud, 94 ans. Finalement, avoir 80 ans aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça. Quel regard portez-vous sur votre vie? Je m'attendais pas à ça. Comme la chanson de Patrick Bruel. Ouais. Jamais j'aurais pensé que ça durait aussi longtemps, tellement je me suis inquiété. Et puis, comme tous les autodidactes, pas de diplôme. Mais souvent, je me dis, on me demande souvent qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise quand vous ne serez plus là. D'ailleurs, sur scène, j'imagine l'après. J'imagine ce que la presse magazine dira de moi quand je ne serai plus là. Et j'ironise, bien sûr. C'est des titres que j'ai inventés. Et j'ose imaginer que ça vous rassure. Oui, ça rassure. Et puis, et souvent, on me demande, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise quand vous ne serez plus là? Alors, chaque fois, je dis toujours que j'ai aimé les gens et qu'ils me l'ont bien rendu. Voilà. Les gens le savent et vous aussi. Moi, je ne peux pas me passer du public. Les plus grands souvenirs, vous le verrez sur scène, bien sûr, c'est avec quelques stars. Quand je pense à Johnny, j'en parle sur scène. C'est des souvenirs très forts avec Aznavour,
avec les nuls, avec des tas d'humoristes. Mais les rapports les plus émouvants, les rencontres les plus surréalistes, les plus cocasses, les plus improbables, c'est avec le vrai public. Sur base de ça, diriez-vous que vous avez été un homme heureux? J'étais un homme très inquiet, j'étais très heureux, mais le meilleur est encore à venir. Je n'en doute pas et je vous le souhaite évidemment. De quoi rêvez-vous encore, Michel? Je rêve de faire des kilomètres et des kilomètres à vélo. Je rêve de repiloter parce que j'adore piloter les avions. Même je suis un petit pilote du dimanche. Et je rêve de vivre encore d'autres émotions, de découvrir une troisième génération d'artistes. J'en ai découvert deux. J'aimerais découvrir le prochain Stromae pour parler de lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui vous aime beaucoup en Belgique, c'est Roméo Elvis. Je parle de lui sur scène. C'est bien que vous m'en parliez. Je parle de lui. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup chez vous, beaucoup. Il a parlé de moi dans un numéro récent de Paris Match. J'ai eu des souvenirs magnifiques avec lui. Je sais qu'il va pas bien, c'est Arnaud. Arnaud est un artiste immense pour moi. Il a fait une chanson sur sa mère qui me bouleverse. Et Arnaud, j'aime beaucoup Arnaud et j'aime beaucoup Roméo Elvis. Vous connaissez sa sœur Angèle aussi? Oui, quand j'ai reçu Angèle pour la première fois, elle m'a dit « Monsieur, est-ce qu'on peut faire un petit selfie, une petite vidéo pour quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est mon frère ?» Je dis « Qui est ton frère ?» « C'est Roméo Elvis. Je dis « Le rappeur belge ?» Je dis « Mais il pourrait être mon petit-fils. » « Oui, mais il est fan de vous. » Et c'est comme ça, par Angèle, que j'ai appris que j'avais un fan qui me kiffait beaucoup, qui était Roméo Elvis. Et il a eu de la chance parce que vous lui avez remis une récompense sur le plateau de Vivement Dimanche. Michel, je vous dis un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Parce que j'ai passé un très bon moment avec vous. J'étais très bavard, mais j'ai été muet pendant 2 ans à l'hôpital. Alors, je me rattrape maintenant. Nous avions des choses à nous dire. Merci infiniment. Un grand merci à vous. À bientôt et venez me voir sur scène en Belgique. Le deuxième spectacle de Michel, De vous à moi, est actuellement en tournée partout en France et en Belgique, notamment à Bruxelles et aussi à Moucron. Donc c'est très vite que nous accueillons à nouveau chaleureusement Michel en Belgique, un pays qui occupe une place importante dans votre cœur. Ah oui, alors. Quand je prends le Thalys, c'est déjà l'aventure qui commence. Prenez bien soin de vous et dans quelques jours alors. Oui, avec plaisir. Merci à vous de suivre ces vidéos avec autant de fidélité, de les partager, commenter. À très vite.